Info. Dans un monde idéal, les politiques sont incorruptibles et n'ont aucun souci à montrer leurs notes de frais, leurs fiches de paye. Dans la vraie vie, ça se travaille encore, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est le sens d'une série de recommandations lancées aujourd'hui par l'ONG Transparency International. 11 recommandations pour assainir la vie politique. Ça ne pouvait pas mieux tomber, comme ça ne vous a pas échappé. On est un petit peu embourbé là-dedans depuis un certain temps. 54% des Français, ça c'est un chiffre, pensent que les politiques sont corrompus. Ça monte à 77 pour les seuls parlementaires nationaux. Un chiffre qui a déjà été évoqué il y a quelques semaines, mais c'est toujours bon de le rappeler. Bonjour Lorraine Bounot, Bonjour. déléguée générale de Transparency International France. Donc, je le disais, parce que justement, vous ne surfez pas sur l'affaire Fillon, ce sondage qui accompagne les recommandations. Il a été fait il y a plusieurs semaines, mais le timing est extrêmement bon, on est pile dedans. Hein. Oui, malheureusement, c'est pas quelque chose dont on aimerait, se vanter, mais en revanche, l'actualité nous prouve que ces sujets de transparence, d'éthique ont clairement leur place dans la campagne présidentielle et que, les recommandations, qu'on a pu faire et qu'on a pu construire et co-construire d'ailleurs avec les citoyens, nos suiveurs, sur internet, déjà dès l'été dernier, en fait, prennent tout leur sens Alors, aujourd'hui. ce qui revient justement dans ce qu'ils disent, et quand le sondage est pris dans le détail, c'est que pour éviter notamment la corruption, l'une des clés, les clés, ce serait le non-cumul, par exemple, en tout cas un vrai non-cumul. Ce serait une limitation des salaires aussi des élus. Ce serait une inéligibilité totale après une condamnation. Ça a l'air assez simple. Alors, effectivement, l'idée, c'est de renouveler la classe politique. Comment faire pour renouveler la classe politique? Limiter le cumul des mandats, appliquer, la loi qui a déjà été votée, Vous sur pensez le qu'on est moins non-cumul. corrompu quand on reste moins longtemps au pouvoir, hein? C'est une Quand histoire on de reste clientélisme au fur et à mesure, en c'est fait? éviter des dérives clientélistes. C'est des dérives qui ont déjà été, soulignées notamment par le Service central de prévention de la corruption. Il y a plus de risques après un mandat, d'être condamné pour atteinte à la probité. Donc, limitons ces dérives clientélistes, mais aussi permettons un véritable renouvellement de la classe politique. Parce qu'on voit aujourd'hui finalement que, et ce que l'actualité nous prouve, c'est qu'il y a une déconnexion entre les attentes des citoyens, et des pratiques qui sont encore un peu, vieillottes en Mmh. fait et qui participent à nourrir ce sentiment, d'impunité, qui touche, certains décideurs. Et Alors que finalement, on voit émerger de nouvelles générations aussi d'élus, de droite comme de gauche, mmh. tous bords confondus, qui ont intégré complètement ces questions de transparence, d'éthique, Vous et qui pensez que se c'est prononcent en faveur. générationnel, du coup? Vous pensez que c'est générationnel, vraiment? Il y a une question générationnelle, en tout cas, oui, il y a une question générationnelle, et le renouvellement de la classe politique, ça sert aussi à ça. Parce que sur la transparence, on va y venir, sur, notamment, les frais de mission, l'argent reçu et cetera. Il y a beaucoup de différences d'un pays à l'autre. Sur le cumul, on a l'impression qu'on est tous, à peu près dans le même bain, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une place, on a du mal à la lâcher. Nous et les voisins, je veux dire. C'est vrai sur la limitation du cumul, dans le temps, Mmh. c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas très en avance. Mmh. Il y a que l'Italie, en l'occurrence, qui pour les maires de collectivités de plus de 3 000 habitants, ils ne peuvent pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais donc il y a clairement une question à régler au niveau européen de ce côté-là, oui. Alors, il y a quand même de vraies différences d'un pays à l'autre. On l'a noté notamment au moment de l'affaire Fillon entre les pays du Nord et nous. Il y a notamment, et pas seulement les pays du Nord d'ailleurs, l'une des premières recommandations que vous faites, c'est de publier les frais de mission. Les parlementaires ont une enveloppe pour frais de mission qui n'a rien à voir avec l'enveloppe pour payer les collaborateurs. Ce sont deux choses Mmh. très différentes. Et pourquoi pas montrer ces frais de mission. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Non, pour l'instant, c'est pas le cas et effectivement, c'était une recommandation qu'on avait faite avant, l'explosion de l'affaire Fillon. Mais les parlementaires disposent de plusieurs enveloppes, une enveloppe, de rémunération pour leur salaire, une enveloppe qui rémunère leurs collaborateurs et une enveloppe pour leurs frais. Mmh. Heu, 5 c'est 000 et nor quelques euros. Mmh. Exactement et c'est normal qu'ils disposent, de cette enveloppe pour pouvoir, conduire, leur activité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a aucun contrôle ni aucune transparence sur cette enveloppe. Donc, les fonds peuvent être utilisés. Il y a des indications sur comment Mmh. utiliser ces fonds. Il y a des interdictions qui ont été émises, dans les règlements de l'Assemblée, mais, aucun contrôle et aucune transparence. Et ce que vous dites d'ailleurs, c'est qu'ils sont très peu ceux qui, spontanément décident de les publier. Il y en a Tout à fait. quelques-uns. Il y en a quelques-uns. C'est le cas, par exemple, du député René Dosière qui, en 2009 et en 2014 avait publié sur son site web, une ventilation un peu de ses dépenses et quelques diagrammes, dans ce sens-là. Mais, oui, ils sont très peu à le faire. Donc, on encourage, d'ailleurs, aujourd'hui, si certains peuvent le faire,
à anticiper ce qu'on espère être une nouvelle règle dans les années à venir. Ce que vous dites, là, en l'occurrence, sur les frais de mission, mais c'est vrai pour beaucoup de sujets, en fait. Là, par exemple, sur ce sujet-là, typiquement, ceux qui sont les plus en avance, c'est les Anglais et pour cause, ils ont eu un énorme scandale. Donc du coup, ils ont fait le ménage et au fond, on a l'impression et c'est partout pareil, chez nous aussi, notamment avec, les lois de 2013 après Cahuzac, Mmh. on attend qu'il y ait un vrai scandale pour changer quelque chose. Donc peut-être que le moment, c'est maintenant, en fait. Peut-être que le moment, c'est tout à fait maintenant et effectivement, vous soulignez le scandale en Grande-Bretagne, c'était en 2009 Mmh. et ça a mené à la création de l'IPSA qui était une autorité, qui est une autorité indépendante qui contrôle les rémunérations, les frais des parlementaires, qui publie en données ouvertes sur un site web, donc accessible à tous les citoyens, ces données-là. Nous, on avait eu effectivement l'électrochoc, Cahuzac Mmh. qui a mené à l'adoption de 3 grandes lois, pendant le quinquennat, pour faire plus de transparence. Aujourd'hui, même si on a un cadre légal qui s'est renforcé, on a des institutions qui ont été créées et qui prouvent leur efficacité, comme la Haute Autorité ou le Mmh. Parquet national financier. Il y a encore un changement de pratique à accompagner et c'est le moment en fait. Et nos 11 recommandations, elles servent à ça, elles servent à traverser cette période de crise et à faire en sorte de mieux accompagner les décideurs vers plus de probité. Vous recommandez notamment plus de pouvoir aux citoyens qui pourraient inscrire des propositions au programme des assemblées. Ça fait son chemin parce qu'on l'entend dans des programmes Mhm. ici et là, cette idée, hein. Oui, oui, on l'entend, puis ça a été déjà mis en pratique, pour, certaines lois, ces dernières années. C'est déjà mis en pratique dans certaines collectivités. Je pense au budget participatif, par exemple, de Grigny ou de Paris, Mmh. pour la loi, République numérique ou la loi Égalité et citoyenneté, où on a essayé de consulter en amont, les citoyens. L'idée, c'est de systématiser, cela, mais en offrant aussi des garanties, de transparence, de redevabilité. Vous allez montrer vos propositions aux candidats, vous allez leur envoyer, j'imagine. Est-ce que vous attendez sincèrement qu'il y ait un retour? Qu'est-ce qui peut se passer en retour pour vous? Bah, nous, on va envoyer aujourd'hui, ces questionnaires, aux candidats, avec un courrier d'accompagnement. On va leur demander effectivement de prendre, des positions, Mmh. fermes. On va publier au fur et à mesure, les réponses, qu'on reçoit et faire un bilan à J-30, donc le 23 mars, de qui nous a répondu, et mettre en ligne donc toutes ces réponses. Je pense qu'aujourd'hui, ces questions d'éthique, de transparence, on peut plus faire sans. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'engagement. Eh ben, écoutez, on verra ça. Bah, rendez-vous à la fin du mois de mars. Tiens, on sera ravis de Tout à fait, vous retrouver à ce moment-là. Lorraine Bounot, avec déléguée plaisir. générale de Transparency International France. Merci.